Pour commencer par me présenter, Rémi Lombard. Donc, du coup, je suis médecin généraliste de formation, mais je ne fais plus que de la prise en charge des troubles du sommeil depuis une dizaine d'années, après avoir passé quelques diplômes de plus sur le sujet, sur le sommeil, sur l'insomnie. J'ai aussi quelques diplômes d'hypnose, mais l'hypnose n'est pas suffisante pour traiter les troubles du sommeil, mais c'est une aide en tout cas pour les patients qui en souffrent. Voilà, donc là maintenant je suis praticien exclusivement sur les troubles du sommeil au sein de la clinique de Flandre à Coudekerque, et j'ai toujours une casquette de directeur scientifique pour la thématique sommeil pour la société Charles Poinco. Voilà, c'était pour présenter globalement. Donc on est une unité qui ne fait que prendre en charge les troubles du sommeil sur le Dunkerquois. Alors là, l'idée de ce soir, c'est que demain, c'est la journée internationale du sommeil. Là, l'objectif était de répondre aux questions, comme c'était noté sur le petit flyer. Alors, certains d'entre vous ont déjà posé des questions, ont déjà envoyé leurs questions avec leurs inscriptions. Et donc, l'idée, je vais commencer par répondre aux questions des personnes qui en avaient déjà posé. Alors, je vois une personne qui me dit « Je n'ai pas de son. Est-ce que tout le monde m'entend » Oui, vous m'entendez? Ouais, je vois des têtes qui hochent. Ok. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas le son. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est bon. Ok. Si ça va tout de suite prendre... N'hésitez pas à poser vos questions. Et je vais commencer par répondre aux questions qui ont déjà été posées. Et je vois que ma connexion est instable. Si vous ne me voyez pas, n'hésitez pas à envoyer un message. Je sais rien. Connexion. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est comment fonctionne le sommeil? De manière assez simple, le sommeil dépend d'une pression d'éveil et d'une pression de sommeil. Quand la pression de sommeil est supérieure à la pression d'éveil, eh bien, on dort. Quand la pression d'éveil est supérieure à la pression de sommeil, normalement, on reste éveillé. Je vois Marilyn, 59, qui fait une drôle de tête, il n'y a plus de son. Il y a des micros qui restent allumés, du coup, je ne vous entends plus très bien. Ouais. Il faudrait que vous coupiez le son des micros. Ah, ça marche. Donc, ça veut dire qu'on entend le son des autres. Je vais mettre un casque au cas où... Ouais, c'est ça, j'ai mis mon casque. Eh bien oui, j'entendais. Je vais retirer le... du coup, de pression de sommeil et de pression d'éveil. Donc, la pression de sommeil, plus on va dépenser d'énergie, plus on va avoir des déchets de cette énergie qui vont s'accumuler dans le cerveau. Alors, l'énergie de base, je ne sais pas quelles sont les professions des personnes qui nous regardent, mais l'énergie de base, c'est l'adénosine triphosphate. Plus on consomme d'adénosine triphosphate, plus on crée d'adénosine, le déchet. L'adénosine, ça s'accumule dans le cerveau. Quand on est plein d'adénosine, eh bien, on s'endort. Et lorsque l'on dort, on évacue ces déchets du cerveau, et quand on se réveille, normalement, on est en pleine forme. Alors, le problème, c'est que si jamais on évacue mal, si jamais on n'a pas assez de temps de sommeil, eh bien, il reste des substances somnifères dans le cerveau. La pression d'éveil, comment cela fonctionne? Eh bien, autrement dit, c'est notre horloge biologique. La pression d'éveil, elle va augmenter notre vigilance du lever jusqu'à midi à peu près. Entre 13 et 15 heures, on va avoir un petit décroché, je vais y revenir. Et puis, la vigilance va décroître très progressivement de midi jusqu'au soir. Alors, effectivement, cette horloge biologique détermine nos périodes de vigilance, mais elle nous ouvre aussi ce que l'on appelle des portes vers le sommeil. Ces portes vers le sommeil, c'est des moments où on s'endort plus facilement, entre 13 et 15 heures, le plus souvent, et le soir au moment du coucher. Vous ferez l'expérience entre 13 et 15 heures, on dit toujours mais c'est parce que je viens de manger. Eh bien, vous verrez que pas forcément, même si vous ne mangez pas, il y a des chances que vous ayez une tendance à piquer du nez quand même. Voilà, ça c'était pour les éléments principaux sur la pression de sommeil et la pression d'éveil. Alors, dans les questions, on va avoir, j'avais eu, alors je reprends les questions suivantes, pression d'éveil, pression de sommeil. Du coup, on me marque, la lumière des téléphones, est-ce vraiment un problème? Bon, voilà, je vais reprendre un petit peu comment fonctionne notre pression d'éveil. Alors, la pression d'éveil, on est des animaux diurnes, donc la pression d'éveil est régulée
par le soleil et notamment sa lumière. Dans l'œil, on a des cellules qui sont juste là pour capter la lumière du soleil, envoyer dans notre horloge biologique le signal, on passe en mode jour, on est éveillé. Et puis, lorsque vient le soir et la nuit, il n'y a plus de lumière. Elle envoie à notre cerveau le message, on passe en mode nuit. On envoie la sécrétion d'hormones du sommeil comme la mélatonine, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et on peut y aller. Sauf que notre cellule dans notre œil, là, elle capte juste la lumière. Elle ne sait pas dire si la lumière, elle vient d'un écran de téléphone, d'ordinateur ou si elle vient du soleil. Et c'est juste la lumière qui va nous réguler. Donc, pour répondre à la question, oui, la lumière du téléphone peut être un problème si elle est utilisée au mauvais moment. Si on l'utilise dans l'idée, ça empêche de s'endormir dans les 2 heures qui suivent. Donc, il faut éviter la lumière du téléphone, de la tablette et de l'ordinateur dans les 2 heures avant l'heure d'endormissement souhaitée. Par contre, tout le reste de la journée, ça ne pose aucun problème. Et on fait une différence. On m'a demandé la télévision, est-ce que c'est un souci? Eh bien oui, je fais une différence avec la télévision. La télévision est beaucoup plus loin, donc quand la lumière elle arrive à l'œil, elle est beaucoup plus faible. Pour donner un ordre d'idée, à 70 cm de notre ordinateur, on se prend à peu près 300 lux d'intensité lumineuse, tandis que lorsque la télé est au mur, on ne se prend plus que 30 lux, 10 fois moins, donc 10 fois moins d'impact sur l'horloge biologique. Donc allez-y, si vous voulez regarder Disney Channel sur la télé, il n'y a pas de problème, sur le téléphone, ça pose un problème. Voilà. Vous faites comme vous voulez, je vois des tablettes et des téléphones s'éteindre. Ah bon, c'était l'heure d'aller se coucher, pardon. Donc voilà, c'était pour tout ce qui était écran, tablette, téléphone, ordinateur. Par contre, la télé, j'ai dit OK, mais attention, la télé, elle peut poser des problèmes si elle est utilisée au lit, parce que pour s'endormir, il faut une baisse de température corporelle. Il faut que l'on perde 1,5 degré, c'est comme ça, hein, c'est la nature. Quand il y a la canicule, on a du mal à perdre ce 1,5 degré de température, on a du mal à s'endormir parce qu'on n'arrive pas à évacuer la chaleur. Alors, quand on regarde la télé au lit, qu'est-ce qui se passe si on a du mal à s'endormir? Eh bien, on va se coucher, les draps sont frais, ça facilite l'endormissement, mais comme ce n'est pas le moment, l'horloge biologique n'a pas décidé que nous dormirions. Donc, on chauffe les draps et on regarde la télé. Et puis, 2 heures plus tard, on coupe la télé, les draps sont bien chauds, on n'arrive plus à évacuer notre 1,5 degré de température, on n'arrive plus à s'endormir. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont du mal à s'endormir. Pour les personnes qui auraient tendance à être somnolents et qui me disent ouais, mais moi, je m'endors devant la télé, eh bien, on sait que les éclats sonores et les éclats lumineux vont vous sortir du sommeil profond pour aller dans le sommeil léger. Donc, ces personnes-là vont dormir, mais ne pas récupérer, parce qu'elles vont toujours osciller entre le sommeil lent, entre le sommeil profond et le sommeil léger, en raison des éclats sonores et des éclats lumineux. Alors, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, s'il y en a. Alors, j'avais... ça va être... bon, je ne sais pas si j'aurais dû l'apprendre, mais tant pis, on y va. On y va. Je suis insomniaque depuis des années. Sait-on pourquoi on fait des insomnies? Eh bien, et quelles sont les raisons des insomnies? Écoutez, je prends quelles sont les raisons des insomnies juste après. Allez, c'est la même chose, on y va. Alors, les raisons des insomnies. Déjà, il y a un profil, tout le monde ne fait pas des insomnies, il faut le savoir. Donc, on est plutôt, les gens qui font des insomnies chroniques sont plutôt prédisposés à avoir des insomnies. Donc, ce n'est pas de bol, ça ne concerne pas tout le monde. Donc, pour ceux qui sont concernés, souvent, c'est des personnes qui sont possiblement un peu plus anxieuses, mais très souvent beaucoup plus perfectionnistes. Et donc, dans l'idée, c'est que l'insomnie va démarrer par une insomnie ponctuelle, un stress. Alors, positif ou négatif, hein. Ça peut être l'anxiété des examens, comme la réussite des examens, on est super content, mais ça peut être un stress. Et donc, du coup, on ne va pas dormir ce soir-là. Et le problème, c'est que comme on n'a pas dormi, on a tendance à mettre des choses en place de peur de ne pas dormir la nuit suivante. Mais le problème, c'est que les choses que l'on met en place ne sont pas toujours les bonnes, et plutôt que d'éviter les insomnies, elles vont avoir tendance à les perpétuer. Autrement dit, souvent, quand on a mal dormi une nuit, on essaie de rester beaucoup plus longtemps au lit le lendemain. Mais on a vu, pour s'endormir, il faut avoir une quantité suffisante de déchets somnifères dans le cerveau. Donc, si habituellement, je veux dire une grosse bêtise, on se couche à 3 heures, on se couche à 23 heures et on se lève à 7 heures du matin. Si après une nuit d'insomnie, on se lève à 10 heures du matin. Alors, entre 7 heures et 23 heures, on va dire globalement, je ne vais pas faire de calcul, on va dire normalement que je ne dise pas de bêtises, ça va faire à peu près 18 heures d'éveil. Je me suis porté en calcul, mais on va dire 18 heures d'éveil.
donc 18 heures de substances somnifères dans le cerveau pour pouvoir me permettre de m'endormir à 23 heures. Si je me lève à 10 heures, et bien, du coup, j'ai 3 heures de substances somnifères en moins dans le cerveau. Donc, je vais aller me coucher à 23 heures, mais comme il me manque 3 heures de substances somnifères, je ne m'endormirai pas avant 2 heures du matin. Mais le problème, c'est que du coup, j'ai renforcé mon insomnie, j'ai créé mon insomnie en restant plus longtemps au lit. Et à force, avec le temps, à force de passer du temps au lit sans dormir et à cogiter, eh bien, du coup, le cerveau finit par associer la chambre à un endroit où il ne faut pas dormir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de l'insomnie. Mais avant, l'idée, c'était pourquoi on fait des insomnies. Donc, il y a ce cercle vicieux des insomnies, mais il y a aussi nos habitudes de vie. Donc, du coup, l'idée, c'est pour éviter les insomnies, la première des choses, vous l'avez compris, c'est de garder notre horloge biologique à l'heure et donc, du coup, de garder des heures de lever très régulières. Ensuite, on a des substances qui vont être éveillantes. Attention à la caféine. On dit de ne pas dépasser la caféine du café et que l'on retrouve dans le coca, même dans le coca zéro, la théine que l'on a dans le thé et la théobromine du chocolat noir. Alors, je vous rassure, il faut s'enfiler 100 grammes de chocolat noir pour avoir l'équivalent d'un café espresso. Donc, si vous enfilez la plaquette devant la télé, pas top. Si vous enfilez un carré, c'est pas très grave. Je ne vous embête pas avec ça. Mais l'idée, c'est déjà avoir de bonnes habitudes pour avoir un bon sommeil, éviter les excitants, café, thé, coca et chocolat à 14 heures. Et attention aux écrans. On a vu que ça empêchait de s'endormir dans les 2 heures avant l'heure d'endormissement souhaitée. Et puis surtout, on a vu, le sommeil, ça sert à récupérer d'une dépense, pas de sommeil. Donc, maintenir une activité physique et sportive, le manque d'activité peut être à l'origine aussi des insomnies. Donc là, ça fait déjà pas mal de choses sur pourquoi on pouvait faire des insomnies. 1, les habitudes de vie. 2, le cercle vicieux de l'insomnie. Donc ça, on va en discuter. Alors, je suis désolé, je vais reprendre les questions. Ah ouais, il y a beaucoup de questions d'un coup, je n'avais pas vu. Alors, les raisons des insomnies, on a vu. Quand on demande dormir plus longtemps, on réveille toujours entre 3 et 5 heures du matin. Alors, les réveils entre 3 et 5 heures du matin, c'est l'apnée. Donc, l'alcool, c'est tout. Pour commencer à entraîner des perturbations du sommeil. Ça peut avoir tendance à faciliter l'endormissement, mais l'alcool va réveiller en deuxième partie de nuit avec des difficultés pour se réendormir. L'anxiété, eh bien oui, elle va réveiller en deuxième partie de nuit. Et l'apnée du sommeil, pareil, ça va réveiller. Donc là, pour l'apnée du sommeil, pour en faire le diagnostic, peut-être qu'on va en reparler un tout petit peu plus tard, mais il faut consulter un spécialiste du sommeil et faire un enregistrement de votre sommeil. Je vais en reparler un petit peu plus tard de ça. Donc là, quelles peuvent être les causes des cauchemars à répétition, 2 à 3 par nuit depuis des mois? Alors, il y a plusieurs causes de cauchemars. Il peut y avoir les syndromes de stress post-traumatique, mais il peut aussi y avoir l'apnée du sommeil est un gros pourvoyeur également de syndrome de cauchemar. Donc, effectivement, ça peut valoir le coup d'aller rechercher. Et il existe des thérapies spécifiques pour les cauchemars. Voilà, ça on peut revenir. Fréquence de 3 heures de sommeil, j'essaie de décaler. Je ne comprends pas la question. Alors, je n'arrive pas à m'endormir avant 2 à 3 heures. Après, le coucher est compliqué. Ça, pareil, on peut en discuter. Il faut en discuter parfois avec le praticien. Mais si on met 2 à 3 heures à aller se coucher, c'est peut-être qu'il faut revoir les horaires. En commençant par garder un lever, je dis bien tous les matins à la même heure. Et une chose qui paraît bête mais importante, allez vous coucher quand vous piquez du nez. N'allez pas vous coucher parce que c'est la fin du film. Si vous n'avez pas les signes de la somnolence et que vous allez vous coucher, vous ne dormirez pas. Vous ne buvez pas 10 litres d'eau un soir de peur de ne pas avoir accès à l'eau le lendemain, vous buvez quand vous avez soif. Et bien, de la même manière, n'allez pas vous coucher 3 heures plus tôt de peur de ne pas réussir à dormir, parce que de toute façon, vous ne dormirez pas. Au contraire, vous vous énerverez, vous ferez la crêpe dans le lit, donc allez vous coucher quand vous piquez du nez. Donc, la prise de cortisone et de codéine, donc ça, c'est un peu plus spécifique. Alors, la codéine est pourvoyeuse d'apnée du sommeil et la cortisone est une hormone éveillante, donc du coup, ça peut entraîner des insomnies. Pourquoi l'alcool perturbe le sommeil? Je l'ai brièvement expliqué. Alors, ça peut par plusieurs moyens. Mais comme on dit à Dunkerque, on en boit une puis on en repisse deux. Donc déjà, l'alcool, ça va avoir tendance à faire uriner et à réveiller pour aller aux toilettes. Ensuite, c'est dépresseur respiratoire et myorelaxant. C'est parce que vous posez des questions, j'utilise tous les mots de Scrabble. L'idée, c'est que ça va faciliter les apnées du sommeil. Donc ça peut, le premier stade de l'apnée du sommeil, ça va être le ronflement. Tout le monde aura déjà fait l'expérience du conjoint ou de la conjointe qui aura un peu trop bu et qui aura ronflé. Et c'est effectivement une des propriétés de l'alcool de trop
trop relâcher les muscles et ça facilite les apnées. Et après, c'est chimiquement, ça va faciliter l'éveil en deuxième partie. Bon, ça, du coup, j'ai répondu aux questions. Je reprends le fil des questions qui avaient déjà été posées. Alors, lorsque l'on ne réussit pas à s'endormir, vaut-il mieux se lever et attendre d'avoir sommeil? Est-ce qu'il vaut mieux rester des heures dans le lit plein phare à tourner ou est-ce qu'il vaut mieux sortir de son lit? Eh bien, la réponse, je pense que vous l'avez dans la question. Qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas? 9 fois sur 10, on fait la crêpe. Et puis, une fois qu'on fait la crêpe, on s'énerve. On se met à cogiter et on repasse le fil de la journée. Dans ces cas-là, débarque l'hormone du stress. Alors, l'hormone du stress, ça sert à quoi? Alors, c'était super pratique quand on était des hommes de Cro-Magnon. Quand on était tout seul face à un mammouth, alors du coup, l'idée, c'est que ça donne affronter le courant. Ça fait pour alimenter les muscles, augmenter la fréquence respiratoire, pour apporter de l'oxygène aux muscles. Ça permet de dilater la pupille pour... pas sûr que ça marche. En tout cas, ça permet de mouvement et d'anticiper un éventuel danger. Et ça développait l'ouïe de la même manière pour parer un éventuel danger. Donc, je réexplique. Vous restez au lit, vous avez l'énergie pour affronter un mammouth et vous espérez pouvoir vous endormir. Ça ne marche pas. Vous avez bien compris, quand vous n'arrivez pas à vous endormir, vous commencez à vous énerver, sortez du lit et retournez vous coucher que quand vous piquez du nez. Et quand l'hormone du stress est là, eh bien, c'est bien pour ça que les gens me disent je ne dors pas. Une goutte à l'autre bout de la maison, je l'entends faire plic-ploc. Eh bien oui, c'est parce que les hormones du stress vont développer vos sens pour éviter un éventuel danger. Donc oui, non, on ne reste pas au lit si on ne s'endort pas dans les 20 à 30 minutes. On reprend une activité calme et on retourne se coucher quand on pique du nez. Alors ici, doit-on dormir dès qu'on ressent le besoin, peu importe le moment de la journée? Il m'arrive de ressentir de la fatigue entre 16 et 18 heures. Dois-je résister ou céder? Alors l'idée, c'est très grossièrement, si on a besoin de 7 à 8 heures de sommeil, eh bien, si vous commencez votre sommeil à 18 heures, le problème, c'est qu'à 2 heures du matin, vous avez fini. C'est quand même le temps de sommeil. On se couche à 18 heures et qu'on se lève à 6 heures du matin, il y a peu de chances qu'on ait besoin de 12 heures de sommeil. Et dans ce cas-là, il va y avoir plein de trous dans la nuit, il va y avoir plein de trous sans sommeil. Voilà. Alors, si je prends une autre image qu'utilisait le docteur Poirot sur l'île, c'est si on compare le sommeil à une dosette de confiture, si je vous donne une dose de confiture et une tartine, il y aura de la confiture partout sur la tartine. La même dose de confiture et une baguette, il va y avoir plein de trous dans la baguette et on va l'étaler et ça n'ira pas. Et bien pareil avec votre sommeil. Donc, il vaut mieux ne pas céder. Alors, les mini-siestes réduisent-elles, arrêtent-elles les mécanismes des insomnies? Eh bien, pas d'impact. Alors, quand on parle des nappes flash, des siestes rapides, on part sur des temps de sieste qui ne dépassent pas les 20 minutes. Elles auraient tendance à rafraîchir, mais à ne pas empiéter sur le temps de sommeil qui suit. Donc, c'est vraiment 20 minutes et pas plus, mais elles n'auraient pas plus d'impact, elles n'entraîneraient pas plus d'insomnie ou pas moins d'insomnie. Par contre, les siestes de plus de 20 minutes, elles créent des problèmes, participent et créent des problèmes à l'insomnie. Si je loupe des questions, il faut me dire. Oui, il y a une question. Pourquoi on peut avoir mal à la tête au réveil? Alors, mal à la tête au réveil et comment s'appelle les réveils entre 3 et 5 heures du... Tout ça, ça va être des signes d'apnée du sommeil possible. Alors, les maux de tête au réveil, ça peut être très clairement lié à de l'apnée. Alors, l'apnée du sommeil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, très grossièrement, ça se définit par des baisses de respiration ou des arrêts de la respiration. Ça va être au niveau des voies aériennes, la langue qui va venir chuter et bloquer, fermer le passage de l'air. L'air ne passe plus, on s'arrête de respirer. Et donc, du coup, souvent, on va avoir tendance à ouvrir la bouche et... bruyante. Donc, si on s'arrête de respirer toutes les minutes, eh bien, du coup, le sommeil ne va pas être réparateur, on ne va pas réussir à évacuer les substances somnifères et on va se lever fatigué. Mais ça va être aussi une source d'accumulation de dioxyde de carbone. Et le dioxyde de carbone donne mal à la tête le matin et fait transpirer la nuit, par exemple. Donc, les signes d'apnée du sommeil, ça va être effectivement des maux de tête, des sueurs nocturnes, de la fatigue, de la somnolence. On a aussi des problèmes de libido, des troubles de l'érection qui s'y associent.
On va avoir aussi des problèmes de douleurs thoraciques nocturnes. Tout ça, c'est des signes d'apnée du sommeil. Alors, chez la femme, c'est toujours un peu c'est toujours un peu différent. On va avoir plutôt de la fatigue, un moins bon moral, les fameuses douleurs thoraciques, mais pas forcément de la somnolence. Les femmes se réveillent beaucoup plus et ont beaucoup moins de baisse d'oxygène que les hommes. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver quand on est fatigué ou somnolent, il faut savoir aller rechercher des troubles du sommeil, comme de l'apnée, par exemple. Alors, chez les personnes costauds, on peut faire les dépistages à la maison. Chez les personnes fines et encore plus les personnes jeunes et sportives, eh bien, du coup, là, il faut faire un dépistage, enfin, il faut faire une recherche en unité de sommeil en rajoutant des électrodes qu'on appelle un électroencéphalogramme pour voir si les gens dorment ou si les gens ne dorment pas déjà. Parce qu'on peut faire de l'insomnie et de l'apnée, donc c'est plus compliqué. Mais donc, du coup, il faut voir si les gens dorment au moment où on fait l'examen. Des capteurs pour voir la respiration, l'air qui rentre et qui sort, pour voir si on s'arrête de respirer. Les ceintures pour voir les mouvements respiratoires. Un capteur d'oxygène au bout du doigt pour voir le retentissement. Et on peut rechercher d'autres éléments pendant ces examens de sommeil, comme les syndromes des mouvements périodiques. Donc, on met une caméra. On peut rechercher aussi certaines formes de somnambulisme. Donc, quand on a tendance à avoir les maux de tête au réveil, il ne faut pas hésiter à les rechercher. L'apnée du sommeil, on pense que c'est un problème d'obèse. C'est faux. C'est faux. C'est pas totalement vrai. L'apnée du sommeil, seulement 60% des personnes qui ont de l'apnée du sommeil sont obèses. Ça veut dire que 40% des personnes qui ont de l'apnée du sommeil ne sont pas obèses. Et on peut faire des formes d'apnée du sommeil particulières au moment de la grossesse. Et on peut avoir des pics de syndrome d'apnée du sommeil au moment de la ménopause chez la femme. Donc, c'est des moments importants à identifier, en tout cas. Voilà, c'est déjà pas mal. Et on peut avoir de l'apnée et de l'insomnie. Il faut savoir qu'a priori, 40% des gens qui ont l'insomnie auraient de l'apnée du sommeil. Voilà, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez vu des questions? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Les maux de tête au réveil comme symptôme de l'apnée du sommeil, c'est uniquement si les maux de tête sont tous les jours ou à peu près, ou ça peut être aussi si c'est occasionnel? Alors, ça peut être irrégulier, Il faut penser à le rechercher. Alors, juste pour les prochaines questions, on va plutôt continuer à les faire par écrit, parce que du coup, le son n'est pas sur mon ordinateur, mais sur l'ordinateur de la personne d'à côté. Donc, j'entends assez mal, mais là, j'ai entendu, et il n'y a pas de souci. Il ne faut pas hésiter, ça peut être un signe occasionnel, et l'apnée du sommeil peut aussi varier selon la position de sommeil, selon l'alimentation et les consommations. Donc, effectivement, les maux de tête peuvent varier d'une nuit à l'autre. Voilà. Voilà. J'utilise l'appareil contre l'apnée du sommeil, mais la durée de mon sommeil est identique. Je m'endors. Dès mon coucher, je dors 4 heures. Ok, alors il y a plusieurs choses. Je vais essayer de prendre un exemple un peu grossier, mais si vous vous réveillez toutes les minutes quand vous avez de l'apnée du sommeil, et qu'on vous met une machine pour corriger l'apnée du sommeil, eh bien, du coup, vous allez arrêter de vous réveiller toutes les minutes et le temps de sommeil ne va pas forcément être plus long. Mais si vous ne réveillez plus toutes les minutes, il peut être plus court. Donc ça, c'est la première réponse. Par contre, si le réveil se fait à 4 heures du matin, après, il faudrait partir dans une consultation, voir les horaires de coucher, les horaires de lever. Mais ça peut être aussi le réglage de la machine qui peut jouer. Beaucoup de mal à me rendormir jusqu'à 7 heures. Pourquoi 4 heures? Entre 3 et 5 heures du matin, on va retrouver les mêmes éléments qui peuvent éveiller. Donc, ça peut être l'apnée qui vont être plus importantes et il faut que la machine suive. Ça peut être l'anxiété qui peut jouer aussi. Et plus on avance dans la nuit, moins la pression de sommeil est importante et plus facilement on va se réveiller et plus difficilement on va se rendormir. Voilà, alors c'est vrai que je n'ai pas parlé, le dépistage, il y en a plein de dépistages d'apnée du sommeil, doit-il être prescrit par son médecin traitant? Oui, en fait, pour voir un spécialiste, quel qu'il soit, il faut un mot du médecin traitant. Avec ces soucis de sommeil, on évoque la piste de fibromyalgie, est-ce cohérent? Alors, j'ai travaillé longtemps sur Valenciennes avec le centre de la douleur. Et on sait que, c'est Moldovski, je ne sais plus dans quelle année, avait montré qu'en privant les gens de sommeil, on pouvait créer des symptômes de fibromyalgie. Et donc, dans mon expérience, il y avait un quart des gens qui étaient améliorés quand on traitait les troubles du sommeil, et un quart des gens qui ne se plaignaient plus de fibromyalgie, un quart des gens qui se plaignaient d'avoir moins de symptômes, mais qui étaient toujours douloureux, et la moitié pour qui ça n'avait strictement rien fait. Donc, ça peut avoir un lien, mais c'est pas encore super clair, mais ça peut avoir un lien avec la fibromyalgie. Je n'ai pas parlé du traitement de l'apnée du sommeil. Effectivement, on va avoir
allez, on va dire 4 traitements. On a parlé de l'apnée du sommeil, on a dit que le problème, c'était un problème de calibre des voies aériennes qui était resserré. Donc, le premier traitement qu'on va proposer, ça va être de souffler de l'air par le nez grâce à un petit masque. Je vais y arriver, hop, comme celui-ci. Donc, maintenant, on n'est plus sur des gros masques, hein. On est sur des petits masques qui viennent juste sous le nez. C'est plus confortable. Et une machine. Hop, on va prendre celle-ci. Une machine comme celle-ci qui va envoyer de l'air. Je ne montre pas de machine Philips parce que je n'en prescrivais pas et qu'en ce moment, il y a un scandale, donc on ne montre plus les machines Philips. Mais j'en profite pour dire que ça ne touchait que les machines Philips et pas les autres fabricants. Donc, si vous avez une machine d'un autre fabricant, ça ne pose pas de souci. Le deuxième traitement, ça va être l'orthèse d'avancée mandibulaire. On vient tracter la mâchoire en avant pour tirer la langue en avant et ouvrir encore une fois les voies aériennes. Alors, la machine corrige 98% des apnées, l'orthèse, c'est que 40 à 80%, et ça ne marche pas chez tout le monde, donc c'est un peu du cas par cas. Il y a un troisième traitement qui peut être intéressant, c'est la kinésithérapie myolingo-faciale. Alors, ça marche chez des petits index. Le principe de fonctionnement, alors ça a été développé chez nos voisins belges. Les voisins belges doivent payer leur machine et quand ils n'ont pas les moyens, eh bien, il fallait trouver une autre solution. Et la kiné en était une bonne. Ça permet de corriger un peu l'apnée, mais ce n'est pas suffisant pour corriger les gros index d'apnée du sommeil. Le principe, c'est de dire que si vous ne faites pas du tout de sport, votre biceps il va tomber sous votre bras. Si vous faites de la muscu, Schwarzenegger, même au repos, son biceps était bien positionné. Eh bien, l'apnée du sommeil, on a dit que c'était la langue qui venait basculer et fermer les voies aériennes. Eh bien, en travaillant un peu avec de la kiné ou de l'orthophonie, on garde une bonne position, même pendant qu'on dort, et ça permet de diminuer les apnées. Et le dernier traitement, c'est la chirurgie, mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Donc, je le dis, mais je ne le développe pas parce que c'est des chirurgies très particulières et ça dépend de chaque personne. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des petits dormeurs ou avons-nous tous besoin d'une durée de sommeil minimum? Alors oui, vous avez raison. On a tous besoin d'une durée de sommeil minimum qui dépend de chaque personne. Comme certaines personnes ont des cheveux, d'autres pas, eh bien, on a des temps de sommeil qui sont génétiquement programmés, où certaines personnes vont avoir besoin. La moyenne est entre 7 et 8 heures. On va dire que les gros dormeurs sont à plus de 9 heures et les petits dormeurs à moins de 6 heures. Le problème de la population française, normalement, il y a 10% de petits dormeurs, 10% de gros dormeurs. Le problème, c'est que dans la population française, on se rend compte que 30% des personnes dorment moins de 7 heures, moins de 6 heures. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas petits dormeurs, mais qui dorment peu et qui se retrouvent en privation de sommeil. Et là, c'est dangereux. Dormir 6 heures si on est petit dormeur, c'est bien, c'est pas normal. Il n'y a pas de problème particulier. Dormir 6 heures si on a besoin de 8 heures de sommeil, on est en privation de sommeil et ces facteurs de risque d'hypertension, d'infarctus, d'accident de la route, de problèmes de concentration, de problèmes de mémoire, la privation de sommeil, c'est vraiment pas une bonne chose. En période de Covid, privation de sommeil, c'est aussi une source d'infection un peu plus importante parce que le système immunitaire aussi se récupère pendant le sommeil. Faire des grandeurs de temps, peut-on s'attendre à ce que l'horloge biologique, donc le sommeil, se rétablisse des insomnies après avoir appliqué vos conseils? Alors, je repose la question, en combien de temps les conseils doivent marcher? Eh bien, en gros, quand on a un décalage horaire, il faut 1 jour et demi par heure de décalage horaire pour récupérer un bon sommeil. Donc, ça donne déjà une idée. Et en gros, quand je demande de changer les horaires et que je les applique avec les patients, il faut compter 15 jours de mise en place pour commencer à avoir des effets. Donc ça, c'est quand c'est des insomnies simples. Je répète, pour des insomnies simples, heure de lever régulière, coucher que quand on pique du nez. Attention aux écrans, tablettes, téléphones, ordinateurs, arrêter 2 heures avant l'heure de coucher souhaitée. Attention aux excitants, pas plus de 3 et pas après 14 heures. Et on garde une activité physique et sportive régulière, pas trop intense, pas trop tardive. Si en maintenant ça, pendant une quinzaine de jours, il n'y a pas d'amélioration, eh bien là, il faut une prise en charge spécifique de votre insomnie. Quelle est la seule prise en charge recommandée pour l'insomnie? À grosse dose jusqu'à vous. L'idée, c'est de santé. Elle en charge recommandée dans thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie et les somnifères ne sont pas recommandés au long cours dans l'insomnie.
Toutefois, la sécurité sociale prend en charge les somnifères non recommandés, mais pas la thérapie qui, elle, l'est. Donc voilà pourquoi elle est un petit peu difficile d'accès également. Alors cette thérapie, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Alors c'est un protocole qui a été développé par les Canadiens, Charles Morin, et ça a été étudié sur le plan international. Donc maintenant, on a un bon recul dessus. On sait que cette méthode corrige 80% des personnes qui souffrent d'insomnie. Ça se fait en 3 à 12 séances selon les protocoles. Moi, tel que je la mets en place au sein de la clinique de Flandre, ou tel que je l'avais écrite pour la thérapie Charles.co, ça se fait moi je le fais en 4 séances ici à Flandre. Premier module, science et sommeil, pour se retirer de la tête des choses inadaptées, comme les 3 heures avant minuit compte double, par exemple. Bêtises. On va revenir après. Là. Il faut dormir avant minuit. J'ai spoilé la réponse, mais je vais revenir alors. Ou alors, en tout cas, première partie, science et sommeil pour revenir là-dessus. Deuxième partie, ça va être exercice pour améliorer le sommeil. Donc, on va revenir sur les horaires. Il y a des tas d'autres choses à voir. Et troisième partie, qui est un peu fonction des praticiens, ça va être la partie technique pour aider à débrancher le cerveau. Alors, ce n'est pas indispensable dans la thérapie, mais ça multiplie les effets bénéfiques de la thérapie. Alors, quelle technique on propose, enfin, lesquelles je propose? Alors, moi, je l'avais dit, j'avais 2 diplômes d'hypnose, mais je ne fais pas que ça. Je propose de l'auto-hypnose, de l'hypnose, de la méditation, de la sophro. Et je pique même des techniques aux apnéistes en profondeur pour apprendre à souffler, à se détendre. Alors, on sait pertinemment que toutes ces techniques d'aide à l'endormissement ne fonctionneront pas chez tous les patients, mais en général, à la fin de la thérapie, chaque patient en sort 1 ou 2 qui marchent bien chez eux, en plus de la thérapie. Là, vous m'avez dit du coup, alors les heures avant minuit comptent double, vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Les 3 premières heures de sommeil, effectivement, comptent double, mais peu importe qu'elles aient lieu avant ou après minuit. Alors, compte double, c'est des bêtises. C'est juste que les 3 premières heures de sommeil, c'est là où on fait le plus de sommeil profond. Et c'est là où on fait le plus de sommeil récupérateur, notamment sur le plan physique. Donc, c'est les 3 premières heures, peu importe qu'elles aient lieu avant ou après minuit. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas vues, vous m'arrêtez, Delphine. Elle m'arrive de grincer des dents, chose que je ne faisais pas avant. Alors, le grincer des dents, ça s'appelle du bruxisme. C'est un fait de ou serrer très fort les dents ou grincer les dents. Ça n'a pas d'impact sur la santé des bruxeurs. Par contre, ça perturbe le sommeil du voisin. Par contre, sur les dents, ça peut abîmer les dents. Donc, du coup, les dents vont être limées. Elles peuvent même parfois se déchausser. Et ça peut donner des douleurs au niveau facial. Alors, dans ce cas-là, on peut proposer, aller voir votre dentiste et demander une gouttière qui permet de ne pas abîmer les dents et qui permet en plus d'aider à rééduquer. Et quand il y a d'autres problèmes, l'anxiété, il faut aussi aider. Quand c'est lié à l'anxiété, il faut aussi apprendre à gérer l'anxiété. Vaut mieux s'endormir avant minuit, est-ce vrai? J'ai répondu. Comment savoir quelle est sa propre durée de sommeil? Alors, si on n'a pas de problème de sommeil, du coup, moi, je vous conseille à la fin de 15 jours, 3 semaines de vacances, sans contrainte et sans trop d'alcool, du coup, de voir combien de temps vous dormez, naturellement, sans réveil. Parce qu'il y a des gens qui me disent ah, super, je suis en vacances, je me lève à 4 heures du matin pour aller monter le Machu Picchu. Bon, vous aurez du mal à voir si votre temps de sommeil est le bon ou pas. Et s'il y a trop d'apéro, le temps de sommeil va être perturbé aussi. Là, après, il y a des techniques avec l'agenda de sommeil quand on encadre les insomnies pour essayer de trouver le temps de sommeil nécessaire. De ce fait, proposez-vous en première intention la kiné avant d'essayer les machines. Alors, une personne me dit en raison des problèmes avec les machines qui ne sont pas bénins, est-ce qu'on propose en première intention de la kiné? Non. Le traitement le plus efficace, ça reste la machine, 98%. C'est pas parce qu'il y a eu un problème chez un fabricant que tous les autres ont le problème. Moi, je prescrivais pas ces machines à l'époque, donc j'étais pas spécialement concerné. Donc non, on va le dire autrement, quand j'ai un chauffeur poids lourd en face de moi qui est somnolent, il n'est pas question que je propose de la kiné. S'il est un peu costaud, ce ne sera pas suffisant et le risque pour la santé reste important. Donc, je propose dans tous les cas la machine dans ce cas-là. Je propose la kiné à certaines personnes dans des cadres bien particuliers en première intention. Mais voilà, après, c'est du cas par cas. Mais ce n'est pas du systématique en tout cas. J'ai le monde connecté. Est-ce
est-ce lié? Comment peut-on améliorer ce temps de sommeil profond? Alors là, vous avez ouvert une porte vers le milieu des geeks. Allez, on est parti. J'en vois une devant moi. Alors, les mondes connectés, qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire? Alors, d'abord, pour savoir comment on dort et si on a du sommeil profond, le seul truc qui marche, c'est les électrodes d'électroencéphalogramme qui permet de voir dans quel stade de sommeil on est et si on dort ou non. Donc, si on pouvait le faire avec une montre, ce serait top. Là, je vois en plus qu'on a une de nos infirmières qui est connectée. Si on passe des heures à lire les examens tous les matins, et si on pouvait s'en passer en regardant juste une montre, on le ferait. C'est juste que la montre, ce n'est pas fiable. Alors, pour les patients qui ont des insomnies, je leur dis attention, ne regardez pas le téléphone avant d'aller vous coucher et détendez-vous. Et alors là, on sort la montre connectée. Donc, du coup, d'abord, avant d'aller me coucher, il faut que j'aille vérifier si je suis bien connecté, si j'ai assez de batterie. Et en plus, je prends plein de lumière avec mon téléphone et j'essaie de me détendre en me disant « Oh mon Dieu, j'ai pas assez de batterie !» Non, ça ne marche pas. Les montres connectées ont tendance à augmenter les insomnies. On appelle ça l'orthosomnie. Elles auront tendance à augmenter le problème pour lequel elles ont été créées. Donc, le paradoxe, c'est qu'en plus, elles ne marchent pas chez les patients insomniaques, ces montres connectées. Elles marchent bien chez les gens qui n'ont pas de problème de sommeil. Donc voilà, c'est top. Si vous n'avez pas de problème de sommeil, n'hésitez pas à acheter une montre connectée. Si vous en avez, surtout ne le faites pas. Le sommeil profond, du coup, comment l'augmenter? Il y a un certain Xavier Niel, propriétaire de Free, les connexions Internet, qui a essayé de lancer un bandeau s'appelle le bandeau Dream, pour essayer de repérer le sommeil profond et de stimuler le sommeil profond pour l'augmenter chez les gens. Donc, c'est un bandeau qu'on utilise la nuit. Eh bien, en fait, il permet de bien retrouver le sommeil, encore une fois, chez les personnes qui n'ont pas de problème de sommeil. Mais par contre, on a montré que ça n'a pas super bien fonctionné. Il s'est rendu compte que c'était beaucoup d'insomniaques qui achetaient ce bandeau. Et comme ça ne fonctionnait pas, quand vous achetez le fameux bandeau Dream de Xavier Niel, eh bien, vous avez accès à une thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie en ligne. Ce qui veut dire que ça ne marche pas spécialement et que ce qui marche réellement pour les insomnies, ça reste la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, les objets gadgets pour améliorer le sommeil, quand il y a de l'insomnie, les seuls qui vont fonctionner, ça va être la boîte Morphée avec des techniques de méditation. Il va y avoir la boîte Dodo qui a un halo lumineux sur lequel on cale sa respiration un peu sur le mode de la cohérence cardiaque. Voilà, ça va être les choses qui vont fonctionner. Après, on va avoir, je vérifie parce que je vois que j'ai en même temps les messages qui tombent sur le j'ai ma connexion qui ne va pas, c'est ça? Ok, l'autre réunion vous laissera bientôt entrer. Il y a un problème des gens qui ne sont pas connectés. Il faut le renvoyer, si vous possible. Pardon, excusez-moi, j'avais des messages en même temps qui me disaient de renvoyer les connexions. Et donc, du coup, dans les techniques, les technologies qui fonctionnent pour le sommeil ou pas, on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Les applications Petit Bambou pour aider à se détendre. Les couvertures lestées, il y a des études qui montrent que ça permet d'améliorer le sommeil des personnes qui souffrent d'insomnie. Ce serait plutôt sur un mode de stimulation de l'ocytocine, l'hormone de l'amour, qu'on retrouve lorsque l'on dort avec quelqu'un avec qui on s'entend bien. Parce que si c'est quelqu'un avec qui on s'entend pas, on ne la sécrète pas. Ça fonctionnerait un peu sur un mode acupuncture, acupression, ça s'appelle. Voilà, en tout cas, quelques études qui montrent que cette technologie fonctionne. Après, on a les lampes de luminothérapie qui fonctionnent bien lorsque on a du mal à émerger le matin. Ça fonctionne bien lorsque on a également les difficultés, c'est plus des difficultés à émerger dans certains cadres de troubles de sommeil. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, relaxation, lampe, les étapes. Alors, à partir de quel moment, quels symptômes vous proposez le protocole Je parle dans le vide, pardon, excusez-moi, j'étais coupé. Alors, à partir de quand est-ce que je propose la thérapie cognitivo-comportementale? Je reprends la question. Eh bien, je la propose une fois
j'ai éliminé, on va dire, des causes organiques de troubles du sommeil comme de l'apnée, un syndrome des jambes sans repos, des mouvements périodiques. Et si besoin, je propose les fameux 5 points dont j'ai parlé, hein, horaire régulier de lever, coucher seulement lorsque l'on pique du nez. On a dit attention aux horaires de téléphone, attention aux consommations d'excitants, à l'activité physique. Eh bien, si malgré ça, ça n'évolue pas, eh bien, je propose cette fameuse thérapie à ce moment-là. Que pensez-vous de la luminothérapie pour recadrer les horaires de sommeil? C'est top, c'est ce que je venais de dire. Donc, ça s'utilise, la luminothérapie, c'est une lampe de lumière blanche. Je ne sais pas si vous le voyez là. Je ne me vois pas, moi. Hop, on ne la voit pas à l'écran. Ah, mais j'ai tout perdu, c'est bien ça. Alors, bon, c'est pas grave. C'est ce machin-là, tant pis si vous voyez qu'un morceau. Voilà. Donc, c'est juste une lampe spécifique pour stimuler justement les centres de l'horloge biologique. Par contre, j'ai perdu les questions. Je ne sais pas comment j'ai fait. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé les questions et j'ai retrouvé le son. Alors, la lecture au lit n'est donc pas une bonne idée pour s'endormir. Alors, si vous lisez moins d'une demi-heure au lit, ça ne pose pas de problème. Si vous lisez 3-4 heures au lit, ça va commencer à poser des problèmes. Donc, en gros, lisez jusqu'à ce que vous piquiez du nez. Allez vous coucher, lisez 3-4 pages pour transformer l'essai et on n'en parle plus. Mais pas 3-4 heures, c'est ça le message. Je me lève plusieurs fois la nuit pour uriner. De ce fait, j'ai un sommeil très perturbé. Il faut consulter si on se lève plusieurs fois par nuit pour uriner. C'est un symptôme, c'est un gros symptôme de syndrome d'apnée du sommeil, les levées fréquents pour aller aux toilettes. Alors, je ne vais pas répondre sur les questions Covid. Alors, tout ce que je vous ai raconté, tout ça, c'est appuyé sur des études scientifiques. Donc, je parle pas en tant que docteur Lombard, mais plutôt en tant que personne qui transmet les résultats des études scientifiques. Donc là, la question sur le Covid, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas de résultats en tant que en vous transmettant des données scientifiques. Par contre, le ressenti que l'on a sur le Covid entre personnes qui s'occupent des troubles du sommeil, c'est que ça a induit pas mal de pathologies de sommeil. Alors, il y a eu un boom des insomnies avec le Covid. Ça, c'était plutôt lié au confinement et compagnie. Ensuite, on a l'impression qu'il y a parfois un peu plus d'apnée du sommeil et parfois un peu plus d'insomnie suite aux infections Covid. Mais tout ça, c'est du ressenti, ce n'est pas une vérité scientifiquement prouvée à l'heure actuelle. Voilà, je vous réponds pour ne pas être malhonnête et je vous réponds avec sincérité. Alors, je reviens sur justement ce boom du Covid. Avec le boom des insomnies pendant le Covid, les praticiens ont diminué leur consultation de groupe physique et c'est pourquoi j'avais été sollicité par une start-up à l'époque, Charles.co, Charles comme le prénom.co, pour rédiger justement une thérapie cognitivo-comportementale automatisée que les gens peuvent télécharger et faire de chez eux. Voilà, vous la trouverez, c'est sommeil. Toutes les 2 ou 3 heures, cela pourrait être dû à quoi? Alors que ça encore une fois, ou alors il faut savoir qu'à la fin de chaque cycle, on peut avoir un réveil normal et se rendormir. Le problème, c'est si vous vous réveillez très souvent et que vous avez du mal à vous rendormir, eh bien là, ça peut être un problème et ça pourrait nécessiter une exploration. De m'adapter à la machine. Alors, je fais de l'apnée du sommeil, impossible de m'adapter à la machine et c'est pendant 8 mois sans amélioration, que faire? Alors, il y a plusieurs choses à vérifier quand on a du mal à s'adapter à la machine. Alors, effectivement, 40% des personnes qui souffrent d'insomnie peuvent avoir de l'apnée. Donc, si on a de l'insomnie préalable, eh bien, il faut gérer l'insomnie en même temps que l'apnée. Ce n'est pas toujours très simple. Et après, on sait que 10 à 30% des personnes ne s'adaptent pas à la machine et puis c'est tout. Dans ce cas-là, il faut revoir les réglages de la machine si ce n'est pas ça le problème. Peut-être s'orienter vers un autre traitement si nécessaire. Alors, comment faire pour améliorer mon sommeil? Je me lève un jour sur deux à 4 heures du matin. C'est très compliqué de gérer le sommeil des travailleurs postés parce qu'effectivement, ce n'est pas normal pour notre organisme de se lever un coup à 4 heures du matin et de se coucher un jour à 4 heures du matin, le lendemain à 4 heures du matin. Donc ça demandera un peu plus de discussion. Ça peut nécessiter une consultation si vous êtes vraiment bloqué. Mais l'expliquer avec tout le monde, ça va être un peu long. Voilà. Vous pouvez répéter les 5 points. Il me manque le dernier, je crois. Alors, je répète, pour avoir un bon sommeil, on garde des heures de lever régulières, tous les matins à la même heure. Un coucher seulement lorsque l'on pique du nez. On coupe les écrans, tablettes, téléphones, ordinateurs dans les 2 heures avant l'heure d'endormissement souhaitée.
On évite les excitants, café, thé, coca et chocolat. Alors, on dit à partir de 14 heures, mais en vrai, c'est entre 8 et 12 heures avant l'heure d'endormissement souhaitée. Donc, pour un coucher minuit, il faudrait en théorie arrêter à midi si on est très sensible, ou à 14 heures si on ne l'est pas trop. Le dernier point, c'est le sport. Le sommeil, ça sert à récupérer d'une dépense. Pas de dépense, pas de sommeil. Donc, il faut de l'activité physique. Et ensuite, quand on est très stressé, très anxieux, pratiquer une activité physique et sportive, ça permet de sécréter l'hormone du plaisir, la dopamine. La dopamine facilite l'endormissement et une hormone de la relaxation, la neurotrophine BDNF, enfin bref, qui limite les réveils entre 3 et 5 heures du matin. Je n'ai pas d'action chez Nike. Si je fais la promotion du sport, c'est vraiment parce que ça améliore le sommeil sans avoir besoin de médicaments ou quoi que ce soit. Respirer par la bouche la nuit peut-il provoquer une apnée du sommeil? Alors, question très compliquée, mais moi, je vais plutôt le prendre dans l'autre sens. Quand vous plongez la tête sous l'eau à la piscine, vous faites une apnée. Quand vous sortez la tête de l'eau, vous avez manqué d'air. La première chose que vous faites pour avoir plus d'air, c'est vous ouvrez la bouche. Et donc, du coup, si on a tendance à respirer par la bouche la nuit, c'est peut-être qu'on fait de l'apnée du sommeil. Alors après, il y a des mécanismes complexes, mais certaines personnes, quand elles ouvrent la bouche, ça a tendance à faire basculer la mâchoire et basculer la langue, et ça peut favoriser l'apnée du sommeil. Mais voilà, on est dans des cas un peu plus particuliers. J'ai beaucoup de mal à m'endormir après avoir fait du sport, suis comme énervé. Vous avez parfaitement raison. Alors, le sport, on dit c'est bon pour la santé, mais vaut mieux le pratiquer le matin, l'après-midi ou le soir. Est-ce que vous avez une idée? Je ne sais pas. Alors, le sport, oui, c'est bon pour la santé. Les études montrent que le sport pratiqué le matin n'a pas forcément beaucoup d'impact sur le sommeil, mais un impact sur la qualité de vie. Donc, ça reste bon pour la santé. Le sport l'après-midi a un impact sur la santé et un impact positif sur le sommeil. Et le sport pratiqué trop tardivement le soir aurait tendance à reculer l'endormissement. Alors ça, je vous cite les études. Maintenant, le ressenti est un peu dit autrement. Pour s'endormir, il faut une baisse de température corporelle. Si vous faites du sport haute intensité juste avant d'aller vous coucher, la température corporelle va monter très haut. Il va falloir beaucoup de temps pour la faire baisser. Donc, si vous faites du sport tard le soir parce que vous n'avez pas d'autre option, eh bien, douche plutôt fraîche après le sport pour faire baisser la température. Je prends les exemples de ceux qui ont été beaucoup étudiés et qui avaient beaucoup d'argent pour le faire, c'est les footballeurs. Les footballeurs, après un match de foot, ils se trempent dans des cuves d'eau glacée. Ce n'est pas pour leur sommeil, hein. C'est pour améliorer les douleurs. Mais on a montré que si l'eau était à bonne température, plutôt autour de 16 degrés, eh bien, ça n'entraînait pas de difficulté pour s'endormir, mais ça pouvait faciliter un petit peu l'endormissement, selon certaines études. Pareil, si vous faites du sport et que vous avez tendance à beaucoup vous lever pour aller aux toilettes les soirs où vous faites du sport, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque l'on transpire, on perd de l'eau et des sels minéraux. Donc, si vous buvez de l'eau plate, eh bien, du coup, vous allez ne faire rentrer que de l'eau, mais vous n'aurez pas les sels minéraux pour garder l'eau à l'intérieur de votre organisme. Donc, vous n'allez pas arrêter d'aller uriner. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux boire des choses avec des électrolytes, on dit ça comme ça, de l'eau de Vichy, on va dire, l'eau de Vichy qui va permettre d'apporter l'eau et les sels minéraux nécessaires juste après le sport. Et si je prends encore une fois l'exemple de mes sportifs de haut niveau, les footballeurs, eh bien les footballeurs, eux, à la fin d'un match sur le stade, bien qu'ils soient hyper surveillés sur le plan diététique, on leur donne un milkshake choco. Pourquoi? Parce que choco ou vanille, selon leur goût, ça ne me regarde pas, mais on leur donne un milkshake effectivement parce que ça permet d'apporter le lait et qui va permettre d'apporter les électrolytes pour faciliter la réhydratation. Voilà, donc j'espère avoir répondu sur le sport. Donc dans l'idéal, pas dans les 3 heures avant d'aller se coucher. Et le sport le soir aurait tendance à retarder l'endormissement. Le sport le matin aurait tendance à faciliter l'endormissement le soir qui suit quand il est fait très tôt. Il aurait tendance à avancer un peu l'horloge biologique, le sport très tôt le matin. Mon conjoint s'endort dans le canapé vers 22 heures. Je suis obligé de le réveiller quand je vais au lit. À mon tour, vers 23h30, il vaut mieux le réveiller ou le laisser dormir et le laisser se réveiller seul. C'est une histoire de couple, je ne voudrais pas m'en mêler non plus. Mais l'idée, c'est... alors, dans l'idée, s'il s'endort devant la télé, les éclats sonores et les éclats lumineux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vont le faire sortir de son sommeil profond pour aller dans le sommeil léger. Il dort, mais il ne récupère pas.
Donc, au moins, éteignez la télé. Et dans l'idéal, c'est quand même d'avoir un lit confortable pour dormir, ce qui me permet de rebondir sur la chambre idéale. Je ne sais pas si vous connaissez la chambre idéale, mais en termes de température, on conseille plutôt entre 18 et 19 degrés. Une chambre sans lumière, enfin avec des rideaux occlusifs ou des volets occultants, pardon, pas occlusifs. Pas de bruit de préférence, il ne faut pas hésiter à utiliser les boules Kies, par exemple. Alors, petit point sur les boules Kies, il en existe en cire, il en existe en mousse, et on oublie souvent qu'on peut les faire sur mesure par l'audioprothésiste. Ça coûte cher à l'achat, mais ça dure 3 ans, tandis que les boules Kies en mousse, c'est 10 €, et il faut les changer tous les mois. Donc, parfois, c'est plus rentable d'aller se faire des boules Kies sur mesure. Donc, bruit, lumière, on peut toujours utiliser les masques de nuit chez Decathlon ou que vous retrouvez chez votre pharmacien. Attention au couchage, hein. Un matelas, ça se renouvelle, dit-on, tous les 8 à 10 ans. Attention à l'oreiller, parce que forcément, si vous avez mal au cou parce que l'oreiller est trop plat ou à l'inverse trop épais, pas adapté à vous, ça ne va pas. Quoi d'autre encore? Pas de télé au lit, ça on l'a dit tout à l'heure, hein, bien évidemment, on réserve la chambre au sommeil ou aux activités de couple, mais pas de télé, pas de musique trop longue, pas de lecture. C'est déjà pas mal pour la chambre idéale. Ah si, les chiens et les chats dans la chambre, est-ce qu'on les prend ou est-ce qu'on les prend pas? Mon doudou chien, mon doudou catrole. Alors, ils permettent de sécréter l'ocytocine, l'hormone de l'amour qui pourrait faciliter l'endormissement. Mais les chats et les chiens n'ont pas les mêmes cycles que nous, et donc ils auraient tendance à nous réveiller. Je ne me bats pas contre les chiens et les chats. Dans l'idéal, malgré tout, ce serait mieux de les faire sortir de la chambre. Voilà. Je ne vais pas plus loin sur le sujet, mais c'est plutôt à éviter. Alors, le fait d'uriner souvent, un trouble ou apnée du sommeil. Alors, moi, je propose toujours de vérifier si ce n'est pas de l'apnée du sommeil dans un premier lieu. Et effectivement, si ça persiste, après, il faut aller discuter avec l'urologue s'il n'y a pas de souci, s'il n'y a pas un souci particulier. Dispo pour une raclette, c'est gentil. Alors la raclette, si vous voulez qu'on parle de nutrition, je rebondis du coup. Alors que manger le soir pour faciliter l'endormissement? Eh bien du coup, effectivement, mieux vaut éviter de manger des protéines animales comme de la viande le soir, ça a tendance à être éveillant. Donc il faut mieux écouter nos amis anglo-saxons qui eux ont tendance à manger les saucisses au réveil plutôt que le soir au coucher. Pour passer la nuit, eh bien, c'est la plus longue période de jeûne, la plus longue période sans manger de notre journée. Donc, il vaut mieux avoir des sucres lents qui libèrent l'énergie tout au long de la nuit, mais en quantité juste suffisante pour ne pas prendre trop de poids non plus. Voilà, donc pas trop gras non plus, parce que quand on mange la raclette, eh bien, du coup, on a tendance à faire augmenter la température corporelle et ça met plus de temps à s'endormir. On s'est déjà tous réveillés avec la pâteuse, avec la raclette. En plus, ça déshydrate. Voilà, pas trop gras, pas trop salé et pas trop alcoolisé non plus. Voilà. Un sport en particulier qui permettrait de travailler la respiration. Alors, je sors du sujet, il y a des personnes qui sont beaucoup plus spécialisées que moi dans les sports à proposer. Mais après, la marche, là, je vais juste citer l'OMS. 5 sessions de marche d'une trentaine de minutes par semaine, c'est déjà très bien. Après, les sports pour travailler la respiration, il y en a des tas à partir du moment où on va un peu plus dans l'intensité physique. Mais dans tous les cas, faites le sport qui vous botte. Ça sert à rien que je vous dise d'aller faire de la boxe thaïlandaise si vous êtes branché dans ce classique, vous n'y irez pas. Donc faites ce qui vous botte pour pouvoir le faire et vous détendre, en tout cas pour le sport. Sucre lent, donc manger des pâtes le soir, c'est une bonne chose, le riz c'est idéal. Le pâte, riz, féculent, boulgour, voilà, il ne faut pas hésiter, c'est une bonne chose, ouais, effectivement, pour le repas du soir. Et effectivement, absence de féculents, on peut se réveiller avec une fringale pendant la nuit. Est-ce que j'ai... Il y a des questions sur le sommeil des enfants. Alors, le sommeil des enfants, je ne suis pas spécialisé, mais l'apnée du sommeil, ça peut aussi arriver chez l'enfant. Donc, si votre enfant se réveille, il y a encore beaucoup d'accidents la nuit, alors qu'il ne devrait pas, je parle où il se lève beaucoup la nuit pour aller uriner, s'il se réveille le matin très fatigué, si on dit qu'il fait encore la sieste en cours, ou à l'inverse, s'il ne tient pas en place, les enfants hyperactifs, maintenant, systématiquement, il faut leur faire un bilan de sommeil. Ça peut être des signes qui doivent faire alerter d'un trouble du sommeil chez l'enfant. Donc, du coup, on a dit l'apnée du sommeil, l'un des problèmes, c'est l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est des voies aériennes qui sont trop petites. Vous prenez un enfant avec des voies aériennes normales, vous rajoutez 2 énormes amygdales qui sont développées plus vite que les voies aériennes, il n'a plus de place pour respirer. Et là, le traitement, c'est juste d'aller voir l'ORL, d'aller retirer les amygdales.